Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 12 février 2026 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bon retour parmi nous, Richard et Michael. Welcome back, Richard and Michael. Glad to be Content d'être ici. Je suis content que tu sois de retour. Welcome back. Oui, bon retour. Yeah, please hit like button helping us reaching more people and follow. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes et à nous suivre. Vous pouvez retrouver Richard sur son site web democracyatwork.info ainsi que sur sa chaîne YouTube du même nom, Democracy at Work. Vous pouvez suivre Michael sur son site web michaelhudson.com. Oui, exactement. Laissez-moi commencer avec vous, Michael. Nous savons qu'entre 2025 et 2026, il y a eu une forte baisse du dollar américain, d'environ 10%. Je pense que beaucoup de gens se demandent ce que cela signifie. Un dollar plus faible rend les exportations américaines moins chères, mais les importations plus coûteuses, ce qui peut faire augmenter les prix des produits étrangers. Mais Michael, comment les stratégies politiques actuelles des États-Unis façonnent-elles l'avenir du capitalisme américain et des inégalités? Je pense que c'est une illusion de croire qu'un dollar plus faible aidera l'économie dans son ensemble. D'une part, oui, cela rendrait les exportations industrielles plus compétitives par rapport à d'autres pays, si nous avions réellement des produits industriels à exporter. Mais ce n'est pas le cas. Alors, quelles sont les exportations? Qu'est-ce qui deviendrait moins coûteux pour les étrangers? Eh bien, l'agriculture et le pétrole, les matières premières, constituent les principales exportations, avec le matériel militaire. La plupart des exportations américaines ne sont pas compétitives sur le plan des prix. Ce qu'elles sont, et le taux de change du dollar américain, je ne dirais pas valeur, mais bien taux de change, n'a pas vraiment d'effet là-dessus. Mais lorsque le dollar baisse, cela signifie que les investissements étrangers aux États-Unis affichent une perte lorsqu'on les évalue dans les devises européennes ou asiatiques. Ainsi, tout investissement qu'ils réalisent ici est évalué en euros, en RMB ou dans une autre devise. Une baisse du dollar signifie que les investisseurs étrangers subissent une dépréciation de la valeur en capital de leurs actifs, y compris leurs avoirs obligataires. Si le dollar baisse, et il a baissé hier, il baisse encore aujourd'hui, il reste juste au-dessus de la normale, à environ 84% de sa valeur précédente. Cela signifie que, même si les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt, les gains d'intérêt sont plus que compensés par la chute du taux de change du dollar, en particulier face à l'euro, ce qui se produit actuellement, mais aussi face à la monnaie chinoise et à d'autres, notamment face à l'or, à l'argent et à d'autres matières premières libellées dans une autre devise que le dollar. Ainsi, tandis que Trump affirme qu'un dollar plus faible va aider à attirer les investisseurs étrangers aux États-Unis, la réalité est tout autre. Un dollar en baisse pénalise l'investissement étranger, et cela n'aide pas vraiment les exportateurs américains, car nous n'avons pas tant de choses à exporter. Ce que nous essayons de faire, c'est de fixer le prix des exportations autres que les matières premières, à savoir la technologie de l'information. Les plateformes de médias sociaux et les grandes entreprises de la Silicon Valley, comme des monopoles. Et les rentes de monopole sont indépendantes du taux de change. En somme, Trump utilise une économie de pacotille. Let me just add a little bit. Permettez-moi simplement d'ajouter un petit complément à ce qu'a dit Michael. La valeur la plus importante que les droits de douane étaient censés apporter à l'économie américaine, si vous vous en souvenez, était d'inverser le long déclin historique de l'industrie manufacturière en tant que part de l'économie totale des États-Unis et de relocaliser, si je me souviens bien de cette expression astucieuse, les entreprises américaines.
L'image, souvenez-vous, c'était M. Trump apparaissant lors de séances photos avec une entreprise de vélos du Midwest et avec Harley Davidson, si je me rappelle bien, et ils allaient rapatrier leurs usines aux États-Unis. Eh bien, j'ai examiné une statistique simple. Les exportations manufacturières des États-Unis au cours de l'année où nous avons eu M. Trump comme président dans son second mandat. Et la statistique montre une baisse de 70 000 emplois dans le secteur manufacturier. C'est énorme. En d'autres termes, non seulement il n'a pas obtenu le grand essor espéré, mais il n'a même pas réussi à empêcher une baisse continue à partir d'un niveau déjà faible d'emplois manufacturiers, compte tenu de tout ce qui s'était passé auparavant, y compris pendant la première présidence de Trump. C'est donc un échec total. Il faut se demander, étant donné l'incitation qu'un mur tarifaire crée, vous devez payer le tarif si vous produisez à l'étranger et vendez aux États-Unis, et vous évitez de le payer si vous déplacez votre production à l'intérieur du pays. Il est clair que d'autres facteurs ont dû l'emporter sur les éventuels avantages que les tarifs auraient pu apporter. Et dès que vous comprenez qu'il se passe toujours de nombreuses choses en même temps, il devient très facile d'identifier ce que certaines d'entre elles ont dû être. L'une d'elles, c'est le déclin du dollar. Pourquoi s'installer quelque part si une partie de votre production, actuelle ou future, est destinée à l'exportation? Vous exporteriez depuis une monnaie en déclin? C'est une opération perdante. Quelle que soit votre estimation de profit, vous devez la réduire en fonction de votre anticipation de la dépréciation de votre monnaie, comme Michael l'a dit. Mais permettez-moi d'en ajouter quelques autres. Au cours de l'année écoulée, vous avez vu le président des États-Unis déployer des armées de l'ICE, dans plusieurs villes américaines, provoquant d'énormes bouleversements, tensions et conflits. Quel PDG sensé voudrait investir dans un endroit où de telles choses se produisent et où le président promet d'envoyer l'ICE dans de nombreuses autres zones urbaines dans les mois et les années à venir? Et les maires et gouverneurs de beaucoup de ces régions promettent de riposter. Le modèle pour tout le monde maintenant, c'est Minneapolis et le Minnesota, et ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils se retiraient complètement du Minnesota. Ils ont été tellement durement touchés par l'incroyable succès de Minneapolis et la résistance à travers tout l'État. Donc ce que vous voyez, c'est de l'agitation, des problèmes et au final une incertitude sans fin. Au cours de la semaine dernière, ce qui m'a le plus marqué, c'est le va-et-vient entre les États-Unis et le Canada, le partenaire le plus pacifique et de longue date des États-Unis, avec une frontière de 3000 miles sans armement, sans véritable barrière. Et pourtant, ils se menacent mutuellement. Le tarif augmente un jour, puis il baisse. Même si l'on croyait à la capacité de M. Trump d'imposer des tarifs, il y a également eu un vote à la Chambre des représentants, au cours duquel un nombre suffisant de républicains ont changé de camp. Ils ont voté contre le fait de lui accorder le type d'autorité tarifaire qu'ils souhaitaient dans le cas du Canada. Et maintenant, ils les menacent dans leur carrière politique. L'incertitude, dont chaque PDG à qui j'ai parlé dit qu'elle est un facteur aussi important que tout autre dans leur décision d'implantation, eh bien, M. Trump leur a apporté une énorme incertitude de toutes sortes, et par conséquent, ils ne vont pas se lancer. Rappelons-le, déplacer sa production de la Chine à Cincinnati ou de São Paulo à la Californie prend du temps, coûte énormément d'argent et perturbe fortement les activités de l'entreprise. Il faut être très confiant ou désespéré. Dans ces conditions, ils ne vont ni dépenser l'argent, ni prendre le risque de bouger. Et voilà le résultat. Nous ne créons pas d'emplois du tout. C'est pourquoi il doit rester très discret sur cette statistique,
car il est très difficile de présenter sous un jour favorable 70 000 emplois manufacturiers en moins à la fin de sa première année. Manufacturing jobs at the end of your first year. Eh bien, il y a beaucoup de témoignages précis qui confirment ce que vous venez de dire. Mercedes et Volkswagen ont toutes deux utilisé le mot « incertitude », mais elles sont assez certaines que la dynamique dont nous venons de parler sur le marché américain n'est pas bonne, et elles ont en réalité investi en Chine. On peut voir où elles placent leur argent. Elles affirment que la Chine est plus sûre, un environnement politique plus stable, et surtout Taïwan. Taïwan, c'est là où Trump avait déclaré qu'ils allaient construire la plus grande et la plus sophistiquée entreprise de fabrication de puces informatiques au monde en la déplaçant en Arizona. Puis, il y a quelques semaines, il a dit que Taïwan allait produire 40% de toutes ses puces aux États-Unis. Taïwan a réagi en disant que non, ils n'allaient pas transférer 40% de leur production aux États-Unis. En réalité, nous avons du mal à avancer avec l'investissement destiné à construire cette immense usine en Arizona, car la main-d'œuvre américaine n'est pas aussi professionnelle que la nôtre. Et nous ne voulons pas que nos ouvriers et ingénieurs chinois soient expulsés, comme l'Amérique vient de le faire avec les travailleurs et ingénieurs coréens dans le Sud. Ainsi, tous ces investissements étrangers que Trump a promis, de Taïwan, du Japon, 750 milliards, de la Corée, 350 milliards, de l'Allemagne, je crois, 200 ou 300 milliards, tout cela est fictif. Cela n'a pas lieu. Et ce n'est pas seulement de l'incertitude, ils ont une idée assez claire de ce qui est en train de s'effondrer ici. En regardant la télévision, ils peuvent être aussi certains que vous et moi de ce qui se passe dans l'économie américaine. J'ai été frappé par un rapport que j'ai lu récemment, la semaine dernière en fait. J'en ai pas tous les détails, mais il provenait d'une source d'information réputée. Il indiquait que durant l'année écoulée, en 2025, il y avait eu des discussions officielles entre le conseil d'administration de la société Mercedes-Benz et des responsables de haut niveau ici, aux États-Unis. Le sujet portait sur une invitation des États-Unis à Mercedes-Benz de transférer ses activités d'Allemagne vers les États-Unis. Cette question a été discutée pendant un certain temps et Mercedes-Benz a décidé de ne pas le faire. Cela viendrait donc confirmer de manière très concrète ce que Michael vient de dire. Je veux dire, Mercedes-Benz fait partie intégrante de l'industrialisation allemande, au même titre que n'importe quelle autre entreprise. C'est comme Siemens, Volkswagen ou les autres. Ils ont eu leur chance. Ils ont examiné la situation. On leur a sans doute offert toutes sortes d'incitations pour le faire, et pourtant, ils ne sont pas venus. Incroyable. Cela signifie qu'ils étaient prêts à décevoir les États-Unis. Je ne sais pas quel a été le rôle du gouvernement allemand, mais étant donné que Merz a été à la tête de BlackRock en Allemagne, il est évidemment proche des Américains, etc., etc. Ils ont quand même choisi de ne pas le faire. Cela en dit long. Eh bien, Richard, toi et moi avons passé au moins 2 séances avec Nima à expliquer comment ces tarifs sont responsables de cette situation. Si les voitures sont fabriquées en acier et en aluminium, imagine maintenant une entreprise automobile venant de n'importe où et s'installant aux États-Unis, devant payer 50% de droits de douane sur l'acier qu'elle utilise et sur l'aluminium qu'elle utilise pour les voitures. Cela fait des États-Unis l'économie la plus coûteuse au monde pour la production automobile à cause des tarifs de Trump. Il est impossible de réaliser un profit dans ces conditions. Et si les constructeurs automobiles importent des pièces détachées et tous les autres éléments nécessaires à la fabrication des voitures, la baisse du dollar va rendre ces pièces plus chères en termes de dollars. Ainsi, les investissements en dollars de ces entreprises automobiles aux États-Unis
ne seront pas rentables. Trump a donc mis en place la situation suivante. Je veux que vous veniez vous installer aux États-Unis. Vous ne pourrez pas faire de bénéfices, mais je vais vraiment semer le chaos dans votre économie si vous ne le faites pas. Voilà, en résumé, ce qui se passe. Et d'ailleurs, si l'on regarde de près l'industrie automobile américaine, elle dépend de manière extraordinairement importante de pièces fabriquées en dehors des États-Unis. C'est une grande source d'exportation pour le Canada, par exemple. Des pièces automobiles fabriquées au Canada, expédiées pour devenir des composants. Et lorsque Trump, au cours du week-end, a imposé, si je ne me trompe pas, un tarif supplémentaire de 25% aux Canadiens pour freiner leurs exportations de pièces, les dommages collatéraux sont évidents. Les entreprises américaines vont devoir soit payer le tarif, soit se passer de la pièce. Il ne s'agit pas de pièces mineures. Ce sont des éléments comme des carburateurs et des composants de base. Elles devront donc se tourner vers d'autres pays sur le marché au comptant pour tenter de remplacer ce qu'elles ne peuvent plus se permettre d'acheter au Canada. Et cela va prendre du temps, être perturbateur et leur coûter au moins plus cher qu'auparavant. Eh bien, General Motors a annoncé hier ses résultats pour l'année dernière. Ils ont perdu $1 milliard. Oui. Ça te dit tout ce que tu dois savoir. Excuse-moi. Et Ford a toutes sortes de problèmes. Ouais. Yeah. Michael, let me ask you. Oui. Michael, laissez-moi vous demander, lorsqu'il s'agit de politique populiste, comment cela affecte-t-il la confiance des entreprises et la stabilité économique? Eh bien, tout dépend du type de politique populiste dont on parle. L'économie politique classique, d'une certaine manière, était une forme de politique populiste, mais c'était le populisme du capitalisme industriel. Adam Smith, John Stuart Mill, ils voulaient, c'était l'idéologie du capitalisme industriel. Les intérêts industriels voulaient en faire une économie compétitive à bas prix. Et la première chose qu'ils devaient faire, c'était empêcher les intérêts agricoles de faire monter le prix des denrées alimentaires par le protectionnisme agricole et les rentes foncières. C'était le thème central de l'économie classique. Il disait, eh bien, même si nous, industriels, avons toujours voulu baisser les salaires et qu'il y a toujours eu une lutte de classe avec les travailleurs, nous devons accorder le droit de vote aux ouvriers afin de rendre la Chambre des communes plus puissante que la Chambre des lords. Et nous devons entreprendre une réforme parlementaire et nettoyer les bourgs pourris. On pourrait donc dire que le 19e siècle du capitalisme industriel était en son temps une politique populiste. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de capitalistes industriels dirigeant essentiellement l'économie. Alors Trump arrive, et le rôle de la politique populiste semble se réduire à des mots et des slogans présentant les intérêts établis comme étant ceux de la population dans son ensemble. C'est ce que font les politiciens. Ils essayent de dépeindre les intérêts des groupes qui les ont portés au pouvoir, comme s'ils servaient à gagner des voix, ou bien ils disent une chose et en font une autre. Et c'est là l'essence même de la politique. Dire une chose, en faire une autre. Et on peut voir ce que Trump fait avec MAGA la même heure. Dans le monde occidental, le capitalisme industriel a été remplacé par les intérêts financiers, et cela a transformé tout le concept de la politique populiste. Une mesure véritablement populiste, par exemple, eh bien, Trump affirme vouloir rendre sa grandeur à l'Amérique, comme s'il s'agissait d'un programme populiste. L'une des lois réellement populistes fut l'Agence de protection financière des consommateurs d'Elizabeth Warren. Créée pour empêcher les banques de tricher et pour offrir aux déposants et aux clients des banques un traitement plus équitable. Trump a essentiellement aboli et paralysé cette agence.
Le rôle de Trump en tant que populiste consiste à démanteler toutes les agences de protection démocratique, celles qui protègent les travailleurs, les consommateurs et les citoyens contre les monopoles. Il est l'exact opposé d'un populiste. Et pourtant, il a remporté le vote populaire. Car que peut faire un populiste lorsque l'on soutient le populisme tout en finançant par ses contributions de campagne des politiques impopulaires? With all of your campaign contributions, unpopular policies. Well, you really have nothing to offer. So instead of Eh bien, vous n'avez vraiment rien à offrir. Alors, au lieu de mettre en avant le positif, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accentuer la haine. Trump dit, eh bien, c'est vrai que je vais abaisser le niveau de vie, mais regardez le bon côté des choses. Je me bats contre les non-blancs. Regardez ce que je fais aux hispaniques. Regardez ce que je fais aux noirs. Là, je vous soutiens, vous, les vrais Américains. Voilà sa politique populiste. Et c'est une politique de division économique, de lutte des classes, de guerre ethnique, toutes sortes de guerres, contre toutes les différentes formes d'identité politique que le Parti démocrate a essayé de créer comme alternative à l'identité commune des gens, quelle que soit leur origine ou leur race, celle d'être des salariés. No matter what ethnicity, what race, of being wage earners. So you've had the whole characteristic of Ainsi, le caractère même des politiques populistes a changé. Tout cela s'est produit autrefois en Grèce. Aristote et Platon ont expliqué ce qui s'était passé. Vous avez une dictature d'une oligarchie. Mais ensuite, certains oligarques se battent contre d'autres oligarques, à savoir les membres moins prospères des familles oligarchiques, qui décident, comme le disait Aristote, de rallier le peuple à leur cause et de représenter une politique populiste. Ils instaurent une démocratie pour remplacer l'oligarchie. Mais les démocraties ont tendance à redevenir des oligarchies. L'oligarchie abuse de son pouvoir oppressif et un nouveau réformateur apparaît. C'est un triangle politique éternel, de la dictature à l'aristocratie, de la démocratie à l'oligarchie, puis l'oligarchie se rend héréditaire avant d'être renversée. On pourrait donc dire que la règle de la politique populiste consiste à renverser l'oligarchie héréditaire qui prend la forme d'une aristocratie. Eh bien, l'Amérique est actuellement en train de rendre son oligarchie héréditaire, par l'abolition de l'impôt sur les successions, par toutes les activités de Trump, et nous en sommes donc très loin. Nous ne sommes même pas dans l'état totalitaire qui suscite la réaction d'un réformateur. On les appelait des tyrans à Corinthe, à Sparte, et plus tard même à Athènes. Nous n'en sommes pas encore là, mais un jour il y aura une politique populiste, à la manière grecque de Platon et d'Aristote, qui remettra en cause les intérêts établis. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons avoir, c'est la dégénérescence de la démocratie en démagogie. Permettez-moi de proposer une explication de ce que je pense être en train de se passer, qui met de côté tout ce débat sur la démocratie contre l'autocratie ou la démocratie contre l'autoritarisme. Non pas que ce ne soit pas un sujet, ça l'est. Mais à mon avis, il reçoit beaucoup plus d'attention que d'autres aspects de la situation, et c'est dangereux. Laissez-moi donc expliquer. Comme vous le savez, puisque je l'ai dit à de nombreuses reprises, les États-Unis et l'Europe souffrent, si l'on adopte une perspective de plusieurs siècles, de deux phénomènes liés. Premièrement, la perte de leurs empires, qu'ils soient formels ou informels. Qu'il s'agisse de la disparition de la réalité politique des colonies ou de la réalité économique d'un reste du monde dépendant sur les plans financiers et économiques. Avec le déclin des empires européens et américains vient la montée des anciennes colonies, qui sont désormais devenues des concurrentes plutôt que des peuples colonisés, la Chine en étant l'exemple le plus frappant. Le résultat, c'est que le reste du monde ne peut plus fournir le tribut que les empires formels et informels étaient organisés pour extraire, en vendant leurs produits à des prix ridiculement bas.
nourriture, minerais, main-d'œuvre bon marché, tout ce qui autrefois affluait du tiers-monde vers les économies avancées. Ils ont tout perdu, considérablement affaibli ou complètement perdu. Très bien, que vont-ils faire maintenant? Ils se rendent compte chaque jour que ces pertes ne sont pas réversibles. Depuis 30 ans, ils essayent d'arrêter ou de ralentir le développement économique de la Chine, et cela a échoué. La Chine continue. Les BRICS ne cessent de croître. De plus en plus de pays les rejoignent. L'an dernier, ce que la Chine a perdu en exportation vers les États-Unis à cause des droits de douane, elle l'a largement compensé par ses exportations vers le reste du monde. Les statistiques sont là. Très bien. Maintenant, voici ce sur quoi j'aimerais que les gens réfléchissent. All right, now here comes what I would like people to think about. When empires go down, Quand les empires s'effondrent, les personnes qui se trouvent au sommet, celles qui, dans l'empire, ont accumulé la richesse et le pouvoir politique concentrés entre leurs mains, vous savez, les 5% les plus riches en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, commencent à percevoir ce que je viens de dire. Et pour elles, la question devient, comment pouvons-nous conserver la richesse et le pouvoir disproportionnés que nous avons toujours eus, alors que les conditions qui ont permis tout cela ne sont plus réunies? Et leur réponse, à mon avis, devient désormais claire. Elles ne vont pas s'imposer d'impôts. Elles ne vont pas détruire leur propre richesse et leur propre pouvoir. Bien au contraire, elles vont devenir plus autoritaires à ce sujet. Elles ne veulent pas que quiconque leur prenne cela. Mais surtout, elles commencent à comprendre et à agir. Donc, s'ils ne comptent pas s'imposer eux-mêmes, s'ils veulent conserver toute leur richesse et leur pouvoir, tandis que leurs empires se sont effondrés et ont été remplacés par des concurrents qui leur prennent tout, alors il ne leur restera plus, lorsqu'ils auront besoin de nouvelles recettes, qu'à taxer leur classe ouvrière et à priver cette classe ouvrière de la protection sociale, qui depuis 150 ans, depuis Bismarck, constituait le pacte conclu par les capitalistes ascendants avec la classe ouvrière pour en finir avec les vestiges féodaux et organiser leur empire. Nous en voyons maintenant les signes qui bouclent l'histoire. La décision numéro 1 du gouvernement Merz en Allemagne est le réarmement. Et la principale mesure budgétaire de M. Trump l'an dernier a été d'annoncer que le budget de la défense passerait de 900 milliards à 1,5 billion de dollars. Les Européens doivent dissimuler ce qu'ils font et le justifier. Ils ne peuvent pas dire ce que je viens de dire. Alors ils ont fabriqué un danger étranger, la Russie. Et les États-Unis ont fabriqué de manière un peu plus crédible une puissance étrangère, la Chine. Mais voici ma conclusion. Le véritable objectif du réarmement est d'affronter leur propre classe ouvrière, car ils vont devoir réprimer une classe qui ne renoncera pas facilement à la protection sociale dont elle est venue à dépendre. Ils ont besoin d'une armée puissante. Ils ont construit leur propre ICER et ils ont compris qu'elle n'était ni assez grande ni assez forte. Elle peut être neutralisée par la police locale dans une ville comme Minneapolis ou par la police d'État dans un État comme le Minnesota. Et si l'on ajoute une opposition populaire de masse, ils ont besoin de beaucoup plus de puissance militaire. Tout cela est contraire au droit international. J'ai lu les procédures de la Cour pénale internationale. Il est illégal, selon le droit international, qu'un gouvernement utilise la force armée contre sa propre population dans une guerre civile. Les Russes ont souligné ce point, affirmant que c'est ce que fait l'Ukraine contre les russophones, en attaquant les régions russophones. C'est ce que fait Israël contre les Palestiniens. Et maintenant, c'est ce que font les États-Unis, comme vous l'avez décrit à Minneapolis, avec la force fédérale de l'ICE contre la population
y compris la police d'État et la garde nationale de l'État. Tout cela est contraire au droit international. Ce que vous décrivez, c'est donc une transformation de la manière dont le monde fonctionne réellement. Un éloignement du corpus du droit international qui, depuis plus de 4 siècles, a été élaboré pour encadrer le fonctionnement de l'économie. Nous sommes donc véritablement dans un interrègne en ce moment, une phase intermédiaire, autrement dit une période de laisser-faire général. Oui, tu sais, plusieurs sites web ont redécouvert une célèbre citation d'Antonio Gramsci. Elle dit, je vais paraphraser, « Le vieux monde est en train de disparaître, mais le nouveau n'est pas encore né. » Et dans cette période intermédiaire, des monstres apparaissent. Ils évoquent Netanyahou en Palestine, ou Epstein sur son île, et ainsi de suite. Nous sommes saturés des produits horribles de tout cela. De la mort de l'ancien et de la naissance encore incertaine de quelque chose de nouveau en quoi croire. Et cela rend tout le monde assez déprimé, assez inquiet, avec un sentiment de fatalité qu'ils espèrent compenser par de petits signes. Et il y a de petits signes, bien sûr, comme ce qui a été accompli. D'ailleurs, j'entends dire, de la part de gens à Minneapolis, qu'une structure entière a été mise en place, où des communautés religieuses s'assurent de livrer de la nourriture aux foyers d'immigrés, afin qu'ils n'aient pas à risquer d'aller au magasin pour acheter du lait et des œufs et se faire attraper par un véhicule de l'ICE pendant leurs courses. Et leurs enfants reçoivent l'enseignement à domicile de la part d'enseignants bénévoles qui les aident à poursuivre leurs cours selon les différents niveaux parce qu'ils craignent que les enfants ne puissent pas aller à l'école, qu'ils ne rentrent peut-être jamais chez eux. Tout cela, cela vous montre une population. Dans un autre pays, on appellerait cela le système de résistance. Et vous voyez la mobilisation des gens dans la résistance. Et ce type même de réflexion fait ressurgir des modèles historiques. Vous savez, en Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les discussions sur la reconstruction des économies européennes, le plan Marshall et tout cela. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, et c'est pertinent pour l'histoire d'aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont accordé ces prêts afin de consolider les pays d'Europe occidentale comme alliés contre l'Union soviétique. Et voici le point essentiel. Ils étaient alliés contre leur propre classe ouvrière, car ces classes ouvrières avaient souffert de l'occupation nazie allemande, période durant laquelle les héros, dans chaque pays européen, étaient des socialistes et des communistes qui constituaient l'épine dorsale de ces résistances. Et si je tiens à insister sur ce point, c'est parce que cela fait partie de la raison pour laquelle les héritiers de cet accord conclu par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, les Van der Land, les Merz, les Macron, les Starmer, sont littéralement nés dans le cadre de cet accord. L'accord consistait à contenir la révolution interne de nos classes ouvrières, alliées à l'Union soviétique, en raison des liens entre, au moins, les partis communistes et l'Union soviétique, même si c'était moins le cas des partis socialistes. Mais c'est aussi cela, les États-Unis. La lutte contre le New Deal après la Seconde Guerre mondiale s'est appuyée sur l'idée commode qu'on pouvait diaboliser l'Union soviétique, puis diaboliser la gauche intérieure, comme si elle n'était qu'un simple agent de l'Union soviétique, sans position ni légitimité propre dans son propre pays. C'était la politique. Et c'est pourquoi cette même politique, le cœur des 75 dernières années, est aujourd'hui ravivée en Europe à travers une diabolisation hystérique de la Russie, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Cela ne semble étrange aujourd'hui que parce qu'il n'existe plus de parti communiste puissant, ni de parti socialiste fort.
there's support in the population, but not organized. Il y a un soutien dans la population, mais il n'est pas organisé. Et pourtant, ils vont quand même renforcer leur armée, parce qu'ils savent que le fait que les 1 à 5% les plus riches s'accrochent pendant que l'Occident décline est une recette pour un grave conflit social. Et ils mobilisent une armée. Et enfin, si vous dépensez tout cet argent pour l'armée, entre les mains de qui va-t-il? Des dirigeants du complexe militaro-industriel qui ont des salaires spectaculaires et des principaux actionnaires de toutes les entreprises qui obtiendront ces contrats publics, c'est-à-dire, encore une fois, les 1 à 10% les plus riches. Donc vous les financez et vous les protégez. C'est pourquoi ce sera la politique, quoi qu'en dise la gauche libérale, jusqu'à ce qu'elle puisse dire ce que je viens de dire, et mobiliser les gens pour qu'ils se protègent eux-mêmes contre la direction que tout cela prend. Tu as parfaitement résumé la situation, Richard. Je ne veux pas faire de détour, mais je veux revenir sur quelque chose que tu as souvent dit à propos de Minneapolis. Minneapolis fait partie du combat populiste de Trump contre les immigrés, c'est-à-dire en particulier les hispaniques et d'autres groupes non blancs. Eh bien, la une du Wall Street Journal d'aujourd'hui indiquait qu'il n'y a en réalité qu'un seul secteur de l'économie américaine qui croît rapidement, et c'est celui de la santé, les maisons de retraite et les soins à la population vieillissante. Et qui fait la majeure partie de ce travail? Les immigrés, surtout ceux venant des Philippines, où le gouvernement forme depuis longtemps des personnes comme infirmiers et aides-soignants pour travailler à l'étranger. Ces immigrés sont devenus la base de ce secteur, le plus dynamique de l'économie américaine. Eh bien, maintenant que les hispanophones et d'autres immigrés sont menacés par l'ICE, ils ont peur de sortir. Que va-t-il arriver à ce secteur en pleine expansion? Est-ce que des personnes blanches de la classe moyenne vont devenir aides à domicile? Que va-t-il se passer ici? Je crois que vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises. Et sans aucune idéologie, c'est simplement une question d'intérêt de classe. Ce qui va probablement se produire, c'est un élargissement du fossé économique, une prise de conscience du type de celle dont nous discutons depuis quelques années, qui finira par devenir une idéologie en soi. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Le mot socialisme est devenu un terme empoisonné pour les intérêts établis. La réforme, cela a été récupéré par les démocrates, ce qui signifie un soutien de droite à Wall Street. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cela, mais pour être efficace, cette nouvelle alternative à l'horrible oligarchie qui se transforme en aristocratie, comme vous l'avez décrit, doit avoir une perspective et une idéologie économique unificatrice pour s'opposer à l'idéologie néolibérale qui soutient la classe financière, la classe immobilière et la classe monopolistique. C'est ce qui est en train de se développer en ce moment. Et la question est de savoir si tous ces excès à Minneapolis et ailleurs vont de manière assez surprenante devenir le noyau à partir duquel nous redécouvrirons la roue que nous avions au début du XXe siècle, lorsqu'il existait réellement un mouvement socialiste. Eh bien, vous savez, comme je l'ai déjà dit, si la réponse d'une société à son déclin en tant qu'empire consiste essentiellement à le nier, à agir comme si ce n'était tout simplement pas vrai, c'est ainsi que les choses se passent aux États-Unis, à mon avis. Je veux dire, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a un peu plus d'un an, nous avons eu une élection présidentielle au cours de laquelle ni M. Biden, ni Kamala Harris, ni M. Trump n'ont prononcé un seul mot sur les États-Unis en tant que puissance déclinante. Ils ne peuvent tout simplement pas penser de cette manière. Ils ne peuvent pas formuler leurs problèmes ni organiser leurs réflexions stratégiques autour de cette idée. Le plus près qu'ils en arrivent, c'est à cette litanie absurde, et ils le savent d'eux-mêmes.
selon laquelle le monde entier aurait passé les 50 dernières années à tromper économiquement les États-Unis. Et M. Trump serait le politicien en colère qui ne laissera plus cette tricherie se poursuivre. Si tu le regardes, il est obligé d'inventer cet argument absurde qui n'a vraiment aucun sens pour personne. Tu sais, le niveau de vie des États-Unis au cours des 75 dernières années a été plus élevé que celui de pratiquement tout le reste du monde. Cela seul devrait suffire à montrer où la richesse se concentrait et où elle ne se concentrait pas. Mais bref, ils le nient. Et donc, leur politique ne fait rien pour résoudre le problème. Ainsi, Michael peut faire remarquer, regardez la folie de ce qu'ils font ici avec les immigrés dans leur seul secteur dynamique. Ils tuent la poule aux œufs d'or, celle qui pond encore les quelques œufs qu'ils peuvent ramasser. Pour ma part, je souligne pourquoi l'emploi manufacturier est pire qu'il ne l'était quand il a pris les commandes. Pourquoi échoue-t-il de façon aussi colossale? Et la réponse, c'est qu'ils ne peuvent pas admettre le problème. Ils ne le peuvent pas. C'est comme observer l'histoire du capitalisme, avec ses réformes sans cesse répétées destinées à rendre les inégalités moins graves. Tous les 20 ans, quelqu'un découvre qu'il existe des pauvres, écrit un livre, celui-ci devient un best-seller, et tout le monde dit « il faut faire quelque chose contre la pauvreté ». Puis, on attend 20 ans, et on rejoue la même scène. Le capitalisme ne résoudra pas le problème des inégalités, car il a toujours été un moteur d'inégalité. Ce n'est que lorsqu'il va trop loin et s'effondre, comme dans les années 1930, qu'il est temporairement détourné de cette logique d'inégalité. Et dès que la crise est surmontée, il reprend sa marche vers l'inégalité. Nous vivons aujourd'hui une version extrême de ce phénomène. Si l'on n'admet pas que le capitalisme est le problème, alors toutes les solutions seront temporaires. Et elles échoueront toutes. Eh bien, ce qui m'inquiète, Richard, c'est que ce que toi et moi décrivons ne semble pas vraiment correspondre à ce qui va émerger de cette crise. Nous traversons une crise, mais le seul groupe qui protège ses propres intérêts face à cet appauvrissement et à cette polarisation économique, c'est celui des 1 à 5% que tu viens de mentionner. Ils ont réussi à étouffer complètement le type d'idéologie socialiste qui a émergé à la fin du 19e siècle et dominé le premier tiers du 20e siècle. Nous travaillons donc sur une sorte de Rosa Tabla pour les 95% restants de la population. Et le contrôle des médias de masse, non seulement la télévision et la radio, mais aussi les journaux, et même Internet et YouTube, est en train d'être centralisé précisément pour empêcher le type de réaction socialiste qui pourrait tenter de réparer les dégâts causés par les 1%, la classe prédatrice. Il n'y a pas de véritable compréhension du fonctionnement de l'économie. Il existe une fausse compréhension, car la politique populiste a réussi à substituer une vision fictive de la réalité, détournant l'attention vers des luttes internes au sein même de la classe salariée, sur des bases ethniques et selon toutes les autres lignes identitaires du Parti démocrate. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Eh bien, je pense que je suis d'accord avec vous. Je comprends ce que vous dites. Je le ressens. Et je le ressens chez les gens tout autour de moi. Le même sentiment. Mais je pense que c'est une question historique. Il faut comprendre que les 75 dernières années, jusqu'à environ 2010 ou 2015, ont vraiment été une période historiquement remarquable. Nous savons qu'elles ont commencé par les 2 pires guerres mondiales en l'espace de 25 ans, culminant avec le largage des bombes atomiques. Si rien d'autre, cela a bouleversé le monde. Mais plus important encore, l'étape suivante a été l'effacement complet de toute alternative culturelle, économique et politique concevable aux États-Unis. Ils se sont retrouvés là, stupéfaits
de leur propre singularité à ce moment-là. In its own uniqueness at that moment. So you could have, the greatest. I'm an economic. Vous aviez le plus grand économiste de cette époque, John Maynard Keynes, représentant le grand empire qu'était encore l'Empire britannique, arrivant à l'hôtel Bretton Woods dans le New Hampshire et se faisant écarter par Harry Dexter White, dont personne n'avait jamais entendu parler. Un fonctionnaire américain capable de dire « Non, non, nous n'allons pas faire ce que vous proposez, Monsieur Keynes. Rentrez en Angleterre. Vous ne comptez plus. Retournez à Cambridge. Soyez professeur. Écrivez vos livres. Mais dirigez le monde. C'est ce que nous allons faire maintenant. C'est le siècle américain. » Et puis ils ont trouvé, et je le pense vraiment, ils ont trouvé, plus par chance que par autre chose, une recette fantastique, en se retournant contre leur allié, l'Union soviétique, qui les avait aidés à vaincre les Allemands. Et tout le monde qui connaît un tant soit peu cette guerre sait que les Russes ont joué un rôle très important dans la défaite d'Hitler, d'accord? Ils ont transformé leur allié en le plus grand mal que le monde ait jamais connu, mobilisant la communauté religieuse, la communauté universitaire, les médias, ainsi que les structures économiques et politiques pour mener un travail sans fin de diabolisation de l'Union soviétique comme incarnation du mal absolu. Et des communistes, socialistes et syndicalistes nationaux comme leurs agents maléfiques ou leurs dupes. Et ils se sont mis au travail en disant, en Europe, « Nous soutiendrons tout politicien qui répète ces absurdités. Si vous ne les répétez pas, nous vous chasserons du pouvoir. Et si nous ne pouvons pas vous en écarter, la CIA s'en chargera autrement. » The CIA will remove you in another way. The Maduro effect, you might call it. On pourrait appeler cela l'effet Maduro, par anticipation. Ainsi, pendant les 70 années suivantes, une purge de tout ce qui était socialiste, communiste et marxiste a été entreprise, dirigée par les États-Unis, tant sur le plan intérieur qu'à l'étranger, et déployée de la manière la plus efficace en Europe, pour toutes sortes de raisons. Je pense que c'est ce à quoi nous faisons face. Nous faisons face au déclin de tout cela, pas seulement à la domination économique américaine, que nous observons et commentons. Mais je pense que nous allons voir de plus en plus d'aspects culturels et politiques. On peut le constater dans les votes à l'ONU. On peut le voir dans le fait que les Européens et les Canadiens ne veulent plus acheter de jeans américains. Ils ne veulent plus acheter de whisky américain. L'Amérique, au lieu d'être le modèle de tout, est en train de devenir l'objet de la haine de tous. Cela détruira complètement les États-Unis. M. Trump est en train de devenir un objet de haine mondiale, un personnage marginal à l'échelle planétaire. Je pense donc que nous devons être conscients qu'il y a toujours des retards, mais que nous vivons à une époque où il y a un peu plus de retard que d'habitude, en raison du rôle unique que les États-Unis ont joué dans la structuration du monde, compte tenu de la manière dont ils ont trouvé à la fois un ennemi extérieur et un ennemi intérieur, ce qui a permis de démanteler le New Deal sur le plan national et d'éliminer les soviétiques à l'étranger. Cette combinaison d'anticommunisme a produit ce dernier et étrange déclin de tout cela. Et vous savez, ils doivent se réformer dans l'ensemble de l'Europe. Richard, je crois que nous n'arrivons à tout de cette session. Je ne sais pas si Michael a quelque chose à ajouter avant que nous terminions. Voyons voir. Ouais, je peux pas venir aujourd'hui. Désolé, je passe à la télévision. Oui, Michael, avant de conclure, as-tu quelque chose à ajouter? Michael, before wrapping up, do you have something to add? Oh, I'm sorry. Let me take it off. Oh, je suis désolé, laisse-moi l'enlever. C'est bon. Attends, peux-tu rappeler dans une demi-heure? Je ne peux pas parler maintenant. Wait, can you call back in half an hour? I cannot talk now.
Je suis désolé, je ne l'ai pas éteint. I didn't take it off. Yeah. Järvesad siithun treat innocent. Very important. Oui, Try to explain not just sort of kind of Essayez d'expliquer non seulement ce qui se passe, mais aussi comment cela est ressenti au niveau des émotions, des impulsions et des formes culturelles. Regardez toutes ces personnes qui parlent de la citation de Gramsci que je vous ai donnée plus tôt, que nous sommes dans une sorte d'entre-deux. Nous ne savons pas vraiment où aller, mais l'ancien est en train de mourir sous nos yeux. Monsieur Trump est une sorte de desperado. Et même si nous qualifions cela d'autoritaire, ce n'est pas si différent de ce que les démocrates ont fait. Les démocrates l'ont simplement fait de manière plus polie, avec un vernis Ivy League. Monsieur Trump a cette mentalité de chef d'entreprise bru qui se targue de ne pas reproduire le vernis académique. Mais à part cela, en quoi est-ce si différent? Ce que Monsieur Trump fait à Cuba, ce qu'il a fait au Venezuela, ce qu'il aimerait faire maintenant à la Colombie, et ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Colombia and so on. It's always the same. It's always the same. And the Chinese are C'est toujours la même chose. Et les Chinois observent constamment et disent que si on les suit, c'est toujours la même chose. Ils vont être très prudents. Ils ne veulent froisser personne avant de savoir qu'ils peuvent l'emporter. Et ils ne le savent pas encore. Et nous non plus. C'est une réalité difficile à affronter quand on voit à quel point tout cela est horrible. Pour moi, un dernier mot. Quelque chose s'ouvre, un espace qui permet de voir à quel point le colonialisme capitaliste a été horrible. Et l'ironie, c'est que c'est le scandale Epstein. Le scandale Epstein nous montre le sommet absolu de la pyramide du pouvoir économique et politique. Et regardez cela. Regardez qui ils sont, ce qu'ils font et comment ils perçoivent leurs semblables. Cela s'infiltre lentement dans une conscience mondiale. Cela pourrait être aussi révolutionnaire que n'importe quelle analyse économique que nous pourrions produire. as any economic analysis we can ever produce. Isn't it ironic that can be the trigger? n'est-ce pas ironique que cela puisse être le déclencheur? De toute évidence, Epstein et tout son entourage n'auraient pas pu échapper aux poursuites et ont même bénéficié du soutien du milieu universitaire, des grands faiseurs d'opinion, des banquiers, des industriels, à moins que l'ensemble du conseil d'administration des intérêts établis n'ait été impliqué dans ce qui relève de toute chose d'un prédatorisme sexuel, non pas politique, mais sexuel, monstrueux. Ce serait le déclencheur pour dire « Attendez une minute, la classe dirigeante est monstrueuse. » Eh bien maintenant, si l'on peut accepter qu'ils soient les monstres qu'ils se sont révélés être avec Epstein et toutes les figures auxquelles ils étaient liés, toi et moi semblons être les seuls à ne pas avoir été invités à sa fête. Cela pourrait, d'une certaine manière, ouvrir la porte à ce que nous disons depuis le début sur le plan économique, c'est-à-dire un véritable monstrueux système qui a été court. De plus, je pense que les Américains commencent à comprendre qu'Epstein a pu faire ce qu'il a fait pendant une période comprise entre 20 et 40 ans. Il a réussi à le dissimuler, à le poursuivre, à y impliquer Harvard, Yale et bien d'autres encore. Lorsqu'il a été arrêté, ça n'a semblé rien changer. Il a été reconnu coupable d'exploitation sexuelle de mineurs. Cela n'a rien changé. Il avait toujours beaucoup d'argent. Jamie Dimon et la Chase Manhattan Bank géraient son argent. Nous ne savons pas ce qu'ils savaient ou ne savaient pas. Nous savons certainement ce qu'ils diront, à savoir qu'ils ne savaient rien. Personne ne savait rien pendant 30 ans. Eh bien, cela signifie, et je pense que les Américains comprendront cela, que nous n'avons aucune idée du nombre d'autres Jeffrey Epstein qu'il y a eu ou qu'il y a encore, qui prennent désormais soin de mieux dissimuler leurs traces que lui. Vous savez, ceux qui n'ont pas encore été arrêtés. C'est juste, vous savez, c'est extraordinaire. Et personne ne dit que l'homme dont le nom apparaît, si je comprends bien, plus souvent que celui de quiconque, à savoir des milliers de fois dans ses courriels. Monsieur Trump peut continuer à fonctionner
parce que la conspiration, parce que ce qu'elle est, à savoir ne pas dire ce qui doit être dit, perdure. Elle perdure. Nous le traitons comme le président, non comme l'homme qui, de toute évidence, a eu beaucoup à voir avec M. Epstein pendant de très nombreuses années. C'est extraordinaire. Many years. It's extraordinary. So Epstein was a one-man Davos. Donc, Epstein était en quelque sorte un Davos à lui tout seul. La coalition qu'il a mise en place correspond pratiquement à un double de Davos. Un diagramme de Venn le montrerait, je pense. C'est ça qui est intéressant. C'est de cela qu'il s'agit. Et penser que la monstruosité sexuelle s'est transformée en leur monstruosité économique, leur manipulation, leur volonté de victimiser toute contrepartie avec laquelle ils traitent, c'est le « Make America Great Again » de Trump. C'est Epstein appliqué à la politique commerciale étrangère, à la politique économique. Tu as raison. Quelle analogie parfaite. Et j'espère que ce sera le catalyseur qui permettra de comprendre qu'il y a ici une mentalité à l'œuvre, et que c'est cette mentalité qui sous-tend ce qui est devenu cette idéologie vicieuse et anti-humaine. Oui, merci beaucoup, Richard et Michael. Un grand plaisir, comme toujours. D'accord. Et encore une fois, bienvenue Nima. Je suis content que tu sois en Amérique latine, même si tu comprends bien que c'est désormais un État américain. Yeah. Yeah. Ouais, au revoir. À bientôt. Bye-bye. Au revoir. Toi,